Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette table ronde. Nous allons vous parler de la façon dont les solutions technologiques peuvent contribuer à l'attractivité du métier infirmier, notamment à l'hôpital. Selon le baromètre de l'opérateur de compétences OPCO Santé, publié fin 2022, 30 000 postes d'infirmiers et d'aides-soignants sont vacants et les 2/3 des établissements déclarent avoir des difficultés à recruter. Pour pallier ces difficultés, les établissements doivent procéder à des réorganisations du travail, ont recours à l'intérim, à des contrats courts ou aux heures supplémentaires. De leur côté, plus de 527 000 infirmiers sont inscrits à l'Ordre national des infirmiers au 1er janvier 2024. Parmi eux, 64%, donc les 2/3, sont salariés en milieu hospitalier, 19% exercent en libéral ou en exercice mixte, et 17 autres % sont salariés dans d'autres types de structures. Beaucoup de ces infirmiers, un grand nombre de ces professionnels seraient intéressés par des missions ponctuelles dans les établissements de santé et les EHPAD. Encore faut-il qu'ils puissent en être informés et y avoir accès facilement. Comment les solutions technologiques peuvent-elles contribuer à renforcer l'attractivité du métier infirmier et à faciliter la rencontre entre les besoins des établissements et la disponibilité et la compétence des infirmiers? C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Avec nous, à mes côtés, 4 experts pour évoquer ce sujet. Monsieur Nicolas Delmas, vous êtes directeur des ressources humaines des hôpitaux Beaujon et Bichat-Claude Bernard au sein de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. À votre droite, monsieur Benjamin Henry, vous êtes infirmier libéral dans l'Essonne. Madame Mélanie Portman, vous êtes directrice du développement établissement de la plateforme de e-learning Santé Académie. Et monsieur Nicolas Prenat, vous êtes CRO, qui veut dire directeur commercial, de la plateforme de recrutement Brigade. Vous allez évoquer ces enjeux ensemble pendant 30 minutes, puis nos experts répondront à toutes les questions que vous vous posez sur ces sujets. Alors, pour poser le cadre d'abord des enjeux de ressources humaines et des aspirations des professionnels, je vais m'adresser à vous, tout d'abord, monsieur Delmas, donc DRH des hôpitaux Bichat, Claude Bernard et Beaujon. Donc, monsieur Delmas, tout d'abord, combien de personnel devez-vous gérer dans les 2 établissements dont vous êtes DRH aujourd'hui et combien de soignants parmi ces personnels? Bonjour à tous. Bichat, c'est à peu près 4200 agents et Beaujon, c'est 2000 agents, c'est à peu près 6300. Et parmi eux, c'est quand même plus de 5000 soignants. Soignants au sens large, hein, parce que c'est infirmiers, soignants, même radio, voilà. De manière très très large, ça fait à peu près 5000 personnes au sens du soin. Quels sont les principaux enjeux de recrutement auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Je pense comme tous les hôpitaux, même les structures publiques comme privées, hein, effectivement, il y a certains métiers en pénurie. Hein. Il n'y a clairement pas assez d'infirmiers sur le marché par rapport aux besoins. Surtout quand on a une population, hein, c'est dit et répété, vieillissante, avec de plus en plus de besoins de santé. Et donc, qui nécessite d'avoir d'autant plus de soignants présents. Donc, on a tous un enjeu, je pense, déjà évidemment de recruter au maximum, mais aussi de fidéliser nos personnels. Sur quoi repose, selon vous, l'attractivité du métier d'infirmier à l'hôpital aujourd'hui? Quels sont les leviers que vous pouvez actionner? Eh bien, alors déjà, effectivement, moi je suis représentant d'un hôpital public, donc déjà le levier salarial il n'est pas à ma main, hein, c'est des grilles définies au niveau national, mais je pense, et d'ailleurs quand on les interroge, c'est pas le principal sujet qu'il faut en monter. Ce qu'il faut en monter quand même souvent, c'est équilibre vie perso, vie pro, donc là c'est tout ce qui concerne les horaires, les rappels sur les plannings, etc. Ce qu'il faut ensuite remonter, c'est les conditions de travail, ce qui couvre notamment l'ambiance du collectif, et ça je pense que particulièrement dans les structures publiques et dans les hôpitaux, même les médecins font parfois encore la loi, c'est mal dit, mais c'est un peu ça. Et bien, je pense qu'il faut arriver à associer les infirmiers au processus décisionnel. Et ça passe pas seulement par les solliciter une fois de temps en temps, c'est aussi les associer à l'ensemble des décisions de l'établissement. Et ça, je pense, c'est un changement de paradigme, surtout sur les jeunes générations. Et là, c'est pas seulement les infirmiers qui attendent à raison plus d'horizontalité, là où l'hôpital, c'est quand même le lieu de la verticalité. À savoir, ça vient d'en haut et ça décide en bas. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment revoir toutes nos structures, nos modes de participation et nos modes d'inclusion des jeunes professionnels qui veulent contribuer à être acteurs dans l'établissement. Avez-vous recours à l'intérim? Dans quelles circonstances et quelles sont les limites de ce dispositif? Comme tous, on a recours à l'intérim. C'est jamais un choix prioritaire et notre souhait, mais il faut bien, effectivement, on a des patients à prendre en charge, donc on passe par des agences d'intérim.
Le souci, généralement, outre les annulations de dernière minute, puisque l'intérimaire n'étant pas lié à nous, il peut annuler 2 minutes avant en disant bah, « j'ai pas envie de venir ce matin, ça me fait chier ». Donc, ce qui peut compliquer toujours les plannings. Et c'est qu'on a de plus en plus de jeunes intérimaires qui n'ont jamais exercé avant et qui, quand même, n'ont pas les compétences requises pour exercer le métier infirmier. Quelle est la place des solutions numériques aujourd'hui à l'hôpital en termes de recrutement et de fidélisation des professionnels? Alors pour moi, elles sont de 2 niveaux. Il y a déjà au niveau institutionnel l'infirmier comme agent public. Et donc ça, avoir un bulletin de paie dématérialisé, avoir une gestion dématérialisée numérique pour candidater, recruter, même poser une question et pas devoir aller à pied à la DRH pour attendre qu'un gestionnaire l'accueille. Tous ces trucs très bêtes finalement, mais qui font perdre énormément de temps. Et après, il faut être aujourd'hui moderne, il faut être sur des réseaux sociaux, enfin sur tous des outils numériques de plateforme. On ne peut pas avoir une fiche de poste de 4 pages qui explique qu'infirmier, ça soigne. Oui, bah, ça, merci, mais concrètement, c'est quoi le service? C'est quoi l'intérêt de venir chez moi? Et ça, je pense, ça réoblige déjà à effectivement numériser tous nos process de recrutement, d'onboarding, dans notre relation en fait, avec notre client infirmier. Et après, à mon sens, il y a un deuxième sujet, c'est le temps de travail infirmier. Aujourd'hui, forcément, il y a que des logiciels de soins, et c'est une très bonne chose pour la traçabilité, mais c'est avoir des outils aidants, et pas des outils habitables où il faut se connecter 3 fois, où ça rame, il faut relancer la machine pour faire une prescription, ou pour récupérer la prescription du médecin. Donc les outils numériques, pour moi, ils ont 2 leviers. C'est l'infirmier comme client et l'infirmier comme soignant, qui en a besoin d'avoir des outils numériques adaptés à son exercice. Donc on sent bien que vous souhaiteriez développer des outils numériques. Est-ce que vous en avez la possibilité? Alors, il y a 2 niveaux. Il y a l'outil numérique, déjà, ça a toujours un coût, ça c'est sûr. Mais bon, ça, c'est un calcul à faire. Après, à mon sens, l'outil en tant que DRH, que moi, il y a des outils même pas forcément chers. Typiquement, je pense qu'on a mis une plateforme RH pour nous solliciter en ligne, notamment pour nos agents de nuit. On a beaucoup d'agents de nuit qui ne pouvaient pas venir à DRH. Le fait d'avoir une boîte mail où ils puissent directement écrire à la bonne personne en n'ayant juste qu'à mail cliquer, là, c'est pour écrire la formation et ça part directement à la formation qui leur répond par mail. Ça coûte notre bouteille 0 €, c'est du fait maison. Et les agents étaient hyper contents. Voilà. C'est un truc très bête. Après, pour moi, sur les outils numériques dans leur exercice professionnel, déjà, en fait, la bonne idée, c'est de les associer à l'outil numérique. Parce que souvent, et c'est quand même toujours pareil, on se dit on a une super idée, ça va réussir à l'exercice professionnel, on oublie de les associer. Et après, on leur fait un outil certes magnifique, mais en fait qui est inutilisable dans la pratique, parce qu'en fait, il faut 4 codes d'accès, donc c'est pas utilisable et pas du tout cohérent au niveau du quotidien. Et ça, je pense qu'il faut les associer à l'outil numérique quel qu'il soit, pour qu'ils puissent nous dire, après tout, c'est eux qui vont l'utiliser au quotidien, là, ça fonctionne bien. Attention, ça, c'est pas du tout dans la réalité pratique de notre exercice, ça marchera pas. Et c'est des trucs, voilà. Et là, je pense que c'est toujours l'erreur de base de tous les dirigeants, quels qu'ils soient, et je m'inclus dedans, c'est effectivement de vouloir décider à la place d'eux en pensant qu'on comprend bien les problèmes. Et parfois, il y a des trucs qu'on pense être un problème qui ne sont pas pour les soignants, et à l'inverse, il y a des trucs qu'on pense ne pas être un problème qui sont hyper importants pour eux. Voilà. Merci. Je me tourne maintenant donc vers Benjamin Henry, qui est infirmier libéral dans l'Essonne. Alors vous, Benjamin, vous illustrez parfaitement l'idée selon laquelle il n'y a pas que 2 modes d'exercice possibles pour un infirmier, à savoir le salarié d'un côté ou le libéral de l'autre. Quel est votre parcours? Alors mon parcours, je suis infirmier depuis 2019. J'ai effectué divers CDI. J'ai pas réussi à trouver mon épanouissement professionnel. Donc après ça, je me suis lancé sur une carrière purement intérimaire via un grand groupe d'intérim. Et j'ai épuisé un petit peu tous les hôpitaux, on va dire, du coin et toutes les missions type de ma localité. Et en 2022, en fait, j'ai décidé de lancer mon activité libérale suite à du bouche à oreille, et j'ai été mis du coup en contact avec Brigade par la même occasion. Et j'ai trouvé du coup vraiment une ouverture de champ de compétences via cette solution. Et du coup, je continue maintenant mon activité intérim sur des missions vraiment très types, très particulières, avec vraiment des établissements qui sont très particuliers. Et je fais du coup du libéral à côté pour avancer dans mes compétences et dans mon activité. Donc une forme d'exercice mixte. C'est ça. Qu'est-ce qui vous motive au niveau personnel dans cette organisation? Et est-ce que vous pensez que ces motivations sont communes à votre jeune génération professionnelle?
Eh bien, dans l'activité libérale mixte, donc salarié intérimaire et puis infirmier libéral remplaçant mixte, moi ce que j'aime c'est le dynamisme au sein des missions. Pouvoir aujourd'hui être en soins palliatifs et demain en chirurgie, et puis après-demain faire de l'EHPAD. Voilà. Vraiment changer du tout au tout et de varier en fait les disciplines infirmières. Le challenge du changement, les rencontres humaines. C'est vrai que l'accueil, c'est très important quand on arrive dans une équipe, comme Nicolas l'a dit. On a besoin de cet accueil. On est souvent considéré comme le vacataire, l'intérimaire. Et c'est vrai qu'avec cette casquette d'infirmier libéral, on est l'infirmier libéral. Voilà. On a une autre casquette. Et cet accueil, il est extrêmement enrichissant. Des retrouvailles aussi, parce que des fois on marque des ponts pendant un mois ou deux, on ne va pas dans un service et on revient et on retrouve du coup nos collègues, des protocoles, des patients, voilà, et c'est très plaisant. Du coup un échange de compétences, un brassage vraiment de compétences. On apprend les uns des autres. Au final aussi la valeur qu'on nous donne en tant que libéral, parce que on a un recul qui est supplémentaire par rapport à l'expérience qu'on peut avoir en simple nouveau diplômé. Parce qu'en libéral, on est auto-entrepreneur pour le coup. Donc ça donne une dimension supplémentaire dans la pratique. Exactement. Ça donne une dimension supplémentaire. On est chef d'entreprise et en fait on est nos propres responsables. Donc on fait beaucoup plus attention à nos pratiques professionnelles, forcément. Et on se spécialise ou on monte en compétences, on se forme beaucoup plus. Quels sont les éléments qui rendent aujourd'hui un établissement attractif à vos yeux dans votre cadre d'exercice? Eh bien, tout d'abord, la simplicité des contrats et de la mise en relation, qui pour moi sont importants. La diversité des missions proposées, le respect, de la vie privée. C'est très important de pouvoir se déconnecter aussi quand on le désire. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui est très important dans une mission d'intérim, libérale ou non libérale. C'est vraiment voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure une compétence peut-être particulière. Est-ce que les missions de courte durée peuvent justement être synonymes de compétences, voire de fidélisation aussi, puisque c'est souvent ce qu'on reproche éventuellement aux intérimaires, en disant de toute façon c'est un peu des mercenaires, on les verra une fois et pas après, on ne peut pas vraiment compter sur eux sur le moyen long terme. Donc est-ce que ça peut être synonyme de compétence et de fidélisation? Alors, tout à fait. Après, c'est vraiment soignant dépendant. Il y a des soignants qui ont goûté à l'intérim et ne cherchent que de l'intérim de courte durée. Donc, on fait vraiment du one-shot sur certains services, certains établissements, et vont revenir vraiment pendant très longtemps. Il y en a qui sont sur des missions, on va dire, sur des 3-4 jours de mission. Il y en a qui vont privilégier justement des missions longue durée, qui vont se poser vraiment dans un établissement, mais sous la casquette d'intérimaire et de vacataire. C'est vraiment soignant dépendant. Après, moi, étant personnellement très formé en soins palliatifs, je sais que de par la qualité du travail que j'essaye de rendre auprès des cadres et auprès des patients, parce que c'est vraiment le patient qui est au centre de notre travail, les cadres des établissements reviennent vers moi automatiquement pour me proposer du travail. Après ça, voilà, c'est moi qui organise ma vie privée et ma vie professionnelle en fonction des propositions qu'il y a et en fonction de l'envie que j'ai aussi de revenir dans un établissement. Est-ce que la place des solutions numériques est une évidence aujourd'hui pour les jeunes professionnels, notamment pour faire connaître leur disponibilité et leurs compétences? On est dans une ère ultra connectée, on est tout le temps avec nos téléphones. On a beaucoup de solutions connectées qui sont à notre disposition, beaucoup de plateformes de vacation, beaucoup de plateformes d'intérim, beaucoup de plateformes aussi de missions libérales. Et ces dernières, en fait, elles permettent à la fois au cadre et à l'infirmier de se libérer du temps. Je m'explique. Le cadre, quand il fait sa gestion de planning, il sort de son bureau, il a envie d'être tranquille. Il rentre chez lui, il a envie d'être tranquille. Les missions, du coup, sont proposées. Et l'infirmier, quand il est sur la plage avec sa famille, il a envie d'être tranquille, donc il a le droit de déconnecter.
Et les deux, en fait, faut qu'ils soient compatibles et il faut qu'ils puissent, du côté du cadre, faire son planning et du côté de l'infirmier, remplir son planning. Et en fait, ces solutions permettent vraiment de réduire ce temps de gestion de planning et de s'organiser pleinement et de jongler en fait entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en respectant le droit à la déconnexion parce que c'est très très important. Il est très bafoué malheureusement parce que on est dans des problématiques vraiment de manque de personnel dans tous les services. Vous avez commencé à parler un petit peu plus dans le détail des solutions dont on va parler maintenant. On va parler de deux solutions numériques distinctes, en commençant par la vôtre, Mélanie Portman. Dans quel objectif a été créée la plateforme de e-learning Santé Academy et combien de professionnels formez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 000 professionnels de santé qui se forment sur la plateforme de Santé Academy. Et l'objectif de la création de cette plateforme, il est lié à 3 constats. Au départ, le premier, c'est le temps soignant qui se contracte, qui se réduit. Et donc comment trouver du temps pour continuer à améliorer ses compétences, aller chercher de nouvelles connaissances. Ça, c'est un constat que c'est pas nous qui l'avons fait, mais un constat générique. Donc le temps soignant qui se réduit. Il est aujourd'hui de plus en plus difficile d'aller libérer 12 infirmières de leur service de soins pour partir 3 jours en formation. Et c'est un constat qu'on fait en ville comme à l'hôpital. En ville, c'est pareil, un médecin généraliste, fermer son cabinet pour partir en congrès, ça devient compliqué. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est lié aussi à la réduction des effectifs, à l'absentéisme, la réduction des effectifs et certains déserts médicaux. Il y a de moins en moins de soignants et on en a besoin de plus en plus. Voilà. Donc chacun doit développer des connaissances, des compétences supplémentaires sur des nouvelles pathologies, sur des prises en charge plus complexes. Vous l'avez dit, la population vieillissante, le développement des maladies chroniques, ça demande des prises en charge plus complexes, avec des patients qui demandent d'avoir une expertise plus développée. Et donc c'est absolument nécessaire que chaque soignant, même s'ils sont peu nombreux, chaque soignant puisse développer ces expertises-là. Donc ça, c'est le deuxième constat, qui n'est pas lié au e-learning en soi, mais qui est lié vraiment au besoin de faire de la formation. Et le troisième, c'est que la compétence numérique, c'est pas la première compétence qu'on demande à un professionnel de santé. Et pourtant, il faut qu'il sache utiliser tous les outils qui se développent. Il faut qu'il sache utiliser les outils de e-santé, de téléconsultation, etc. Et donc c'est pour ça que nous, on a créé une plateforme qui va aller chercher des codes de choses qu'ils utilisent déjà dans leur vie privée. Des réseaux sociaux, des plateformes de vidéos, etc. Et on est allé chercher ces codes-là pour créer une plateforme de formation qui répond aux 2 premiers objectifs, mais dont l'usage est hyper facilité parce qu'il ne faut pas, comme vous l'avez dit, que ce soit un outil qui soit qui demande en fait un effort à utiliser. L'idée, c'est vraiment de leur remettre la formation continue dans leur poche de manière très accessible. Pour aller plus loin, diriez-vous qu'une plateforme comme la vôtre contribue à l'attractivité du métier infirmier? Oui, en tout cas on y croit. En tout cas on y croit, oui, c'est pas évidemment le seul outil, mais ça contribue à l'attractivité de ce métier. D'abord parce que justement on va chercher des outils qui sont plébiscités par des nouvelles générations et pas seulement. L'âge moyen des apprenants chez Santé Academy, c'est 43 ans, donc on ne forme pas que des Gen Z sur cet outil-là. Voilà, ça permet justement de redorer un peu l'image de la formation continue, ou en tout cas de faire bouger les lignes, de modifier les codes de la formation continue. Et puis dans la plateforme Santé Academy, nous on a fait le choix de faire du e-learning vraiment d'expertise très pointue et de faire venir dans la poche du smartphone ou sur sa tablette les meilleurs experts sur le sujet. Et donc ça rend la formation un peu plus attractive parce qu'on va aller chercher une expertise qui ne peut pas se déplacer chez nous, au cœur de nos territoires, de nos établissements, un peu partout en France. Voilà, par exemple, on a créé une formation sur la prévention du risque infectieux, qui est un sujet majeur dans tous les établissements de santé. On est allé travailler avec le professeur Kernéis de Bichat et toute l'équipe de prévention des risques infectieux de Bichat, qui font vraiment référence sur le sujet et qui permet justement à tous les soignants, dans tous les établissements du territoire, d'avoir accès à cette expertise-là, qui est aujourd'hui parisienne. S'agissant de l'enjeu de fidélisation des professionnels, est-ce qu'une plateforme comme Santé Academy peut également y contribuer? D'une certaine manière aussi, c'est pareil, on n'a pas la solution à tout, mais le fait de donner aux soignants l'accès à un outil qui soit moderne, attractif,
ça permet de fidéliser. Mon hôpital, il a fait l'effort de miser sur un outil qui est plus sympa qu'aller dans la salle de formation du sous-sol, comme ça se fait depuis 25 ans. Je caricature un peu, mais je sais d'où on vient. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que justement de mettre à disposition ces expertises, c'est un gage de confiance qu'on donne aux professionnels qui rejoignent l'établissement. C'est un gage d'investissement dans ses compétences, évidemment. C'est un gage de confiance dans sa possibilité à concevoir et à utiliser la formation de manière autonome, à son rythme, sur une plateforme, à revenir plusieurs fois. Donc quelque part, c'est un message de responsabilisation, mais de confiance qu'on donne à ces professionnels de santé sur prends en main ta formation, on te donne accès à la meilleure expertise, mais on a confiance dans ta capacité à développer tes compétences et à améliorer du coup ton leadership clinique, ton raisonnement clinique infirmier, ta prise de responsabilité, l'engagement dans les projets de l'établissement. Voilà, c'est un peu un win-win en fait entre employeurs et agents sur la responsabilisation sur le sujet. Peut-être y compris en termes économiques, un DRH qui doit gérer un budget de formation contraint, en quoi peut-il trouver là une solution alternative ou complémentaire peut-être à des pratiques traditionnelles? Alors complémentaire évidemment, hein, on n'est pas en train de faire le grand remplacement, mais complémentaire évidemment. Oui, le e-learning permet des économies de coûts qui sont non négligeables. D'abord, il y a moins de frais de déplacement, évidemment. On a aussi un ratio entre l'apport de connaissances qu'on peut faire en présentiel et l'apport de connaissances qu'on peut faire en e-learning. On passe moins de temps en e-learning pour aborder les mêmes sujets. Donc il y a aussi une question de temps passé sur la formation. Donc c'est un peu ces éléments-là. Et puis il y a surtout un sujet, l'avantage du e-learning, la solution numérique, elle peut se diffuser à un très grand nombre dans un temps très restreint. C'est-à-dire qu'en 15 jours, on peut diffuser une formation à 300 personnes, 400 personnes. Donc quand ça doit accompagner la mise en place d'un projet stratégique, d'un projet de soins, d'un élément important qui a été soulevé par la certification, par exemple de la HAS, ou qui correspond à un enjeu majeur de l'hôpital, c'est moins un sujet économique, mais ça peut valoir le coup de solliciter du coup une solution numérique sur ces éléments-là. On va parler maintenant de Brigade, qui est à l'origine de cette table ronde. Nicolas Prenat, quelle est la raison d'être et les objectifs de l'appli Brigade? Alors, on part d'un constat. Le constat, il a été fait ici. Il y a une pénurie de personnel et il y a des attentes aussi des infirmiers. La pénurie, on la connaît, il va y avoir plus de 150 000 postes à pourvoir dans le médico-social et le sanitaire d'ici 2025. Il y a une grande part des infirmiers qui décident de quitter l'hôpital ou de changer de métier. Après 10 ans d'expérience, on a la moitié qui font ce choix. Et à côté de ça, il y a un besoin de reconnaissance, de rémunération, de flexibilité, de formation. On vient d'en parler. Donc c'est dans ce contexte que Brigade a identifié un problème et que Brigade souhaite avoir un impact positif via la technologie sur l'emploi, donc de la création d'emplois, la rémunération de ces emplois, et également la sécurité de ces emplois, est-ce que je vais pouvoir vivre et me projeter dans l'avenir, tout en également luttant contre toute forme de discrimination. C'est pourquoi Brigade aujourd'hui est une société à mission qui souhaite avoir un impact sociétal positif sur cette industrie. Et les objectifs de la plateforme donc, sont doubles. D'un côté, c'est de créer un écosystème qui va permettre aux infirmiers d'évoluer avec les nouvelles manières qui ont été identifiées. Et d'un autre côté, permettre aux établissements, via une solution technologique, de répondre à leurs besoins de renfort en trouvant des personnes qui vont pouvoir venir dans les établissements ou bien utiliser même les personnes de l'établissement pour des renforts ponctuels dont les établissements ont besoin aujourd'hui. Très concrètement, comment fonctionne le service du point de vue de l'établissement d'un côté et du point de vue du professionnel de l'autre? L'établissement, il fait face tous les jours à des problématiques de personnel. Une absence, un congé, une maladie, ou tout simplement des manques de personnel dans un service parce qu'il faut du temps pour recruter. Et dans ce cas-là, il doit chercher des solutions. Et aujourd'hui, il y a deux axes pour trouver ces solutions. Soit il demande à son réseau interne de salariés ou de vacataires de prendre des missions de remplacement ou des missions ponctuelles, soit il va les chercher à l'extérieur s'il ne les a pas trouvées aujourd'hui. Aujourd'hui, Brigade se positionne sur cette brique-là, de pouvoir permettre à un établissement de trouver un professionnel qui viendra faire cette mission s'il n'a pas trouvé en interne.
Mais depuis aujourd'hui, depuis Santexpo, nous lançons aussi notre solution, nous ouvrons notre plateforme pour que le réseau interne de l'établissement, de l'EHPAD, de l'hôpital, puisse aussi accéder à ces missions. Parce qu'on sait bien que le besoin de l'établissement, il est double, enfin, il peut être adressé à deux communautés distinctes. Donc l'établissement, pour lui, c'est très simple. Il exprime son besoin en quelques minutes dans l'outil et il adresse des communautés pour pouvoir répondre à son besoin. Du côté du professionnel, également, c'est très simple, tout est digitalisé, tout est dans une appli. Il s'inscrit sur une plateforme, on fait une vérification de ses diplômes, de ses compétences. Une fois que c'est fait, on lui propose des missions qui correspondent à ses compétences et on lui propose le nombre de missions qui vont lui permettre d'exercer son métier d'une nouvelle manière. Voilà, et donc c'est l'établissement qui prend un abonnement pour utiliser l'appli, c'est ça? Alors, dans le cadre de la recherche de ressources externes, il n'y a pas d'abonnement, c'est vraiment à l'usage. Je poste une mission et je trouve que quelqu'un postule, accepte la mission, et dans ce cadre-là, il y a un contrat qui est entre l'infirmier et l'établissement, et on gère le flux financier, et c'est sur ce flux financier que se rémunère Brigade. Comment la plateforme peut promouvoir la compétence des professionnels qui s'inscrivent? Peut-elle peut-être donner une assurance de cette compétence aux établissements et s'assurer de la satisfaction des établissements et donc promouvoir une certaine fidélisation entre les deux parties? Alors, ça c'est tout le cœur de Brigade et de sa communauté, c'est de pouvoir valoriser les compétences de ses talents. En valorisant ces compétences, on va permettre aux infirmiers justement de retrouver une certaine forme de reconnaissance, parce que si on est spécialisé en bloc opératoire ou en dialyse, ce ne sont pas les mêmes expertises, et si on propose des missions qui ne sont pas liées aux compétences, l'expérience et pour l'infirmier et pour l'établissement va être mauvaise. Donc tout l'enjeu de Brigade est de justement réussir à faire cette connexion entre les compétences et les besoins. Et c'est grâce à cette très large communauté d'infirmiers inscrits sur la plateforme et à notre capacité justement de les sélectionner et de mettre en valeur leurs compétences qu'on va réussir à faire ce cercle vertueux où l'infirmier va être reconnu par ses compétences et ça va participer à la satisfaction de l'établissement. Donc, compétences valorisées, satisfaction de l'établissement, et on va plus loin également pour permettre aux deux de pouvoir mettre des commentaires, aussi bien l'infirmier sur l'établissement, qui va rendre aussi du coup attractif l'établissement dans lequel il travaille, et l'établissement aussi, quand il est satisfait des prestations de l'infirmier, va pouvoir mettre des commentaires pour valoriser ses compétences. Et de là naît la fidélisation. Quand les deux parties sont contentes de se retrouver, et bien évidemment, ça va favoriser la fidélisation qui est clé dans les centres de soins, où effectivement, on en a parlé tout à l'heure, ne pas voir un intérimaire annuler 2 minutes avant d'arriver ou voir quelqu'un de différent tous les jours. Et du coup, après, il y a des fonctionnalités qui permettent de contacter en priorité justement les infirmiers qui ont été reconnus pour leurs compétences. Justement, Benjamin Henry, vous êtes utilisateur de l'appli. Vous confirmez à la fois cette simplicité et puis les liens qui peuvent se nouer avec les établissements. Quel est votre retour d'expérience? Eh bien, tout d'abord, sur l'application Brigade, j'aime tout ce qui est interactif. Ce que j'aime, c'est l'application est postée, c'est clair. La fiche de poste, elle est énoncée dans l'offre de mission. Notre rémunération aussi. Il n'y a pas je vais avoir moins, je vais avoir plus. Le montant de notre rémunération est affiché dès le début, avant d'accepter. Par exemple, le type de mission que vous pouvez voir sur l'appli? Des missions, beaucoup de missions en EHPAD parce qu'il y a un grand manque de soignants dans ce type de structure. Mais voilà, il y a beaucoup de missions en soins palliatifs, beaucoup de missions en chirurgie, nouvellement des missions dans toute la partie bloc opératoire qui commence à arriver. Il y a vraiment une approche beaucoup de services sont couverts
par les offres de missions sur Brigade. De plus en plus d'établissements y ont recours. Hein. Donc vous indiquez votre secteur géographique d'intérêt, c'est ça? C'est ça. On indique le secteur. Pour ma part, je me suis défini tout le sud Île-de-France, donc toute la partie au sud de la Seine. Voilà, je peux aller grosso modo de Fontainebleau jusqu'à Rueil-Malmaison. Les missions sont postées, je suis libre de les accepter ou de les refuser. Voilà. Et quand j'accepte, en fait, il y a un timer qui se déclenche, 3 minutes en l'occurrence. Et ensuite, voilà, ce que j'aime aussi dans cette application, c'est l'impartialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quand la mission nous est proposée à nous individuellement, elle est aussi proposée à d'autres personnes. Et c'est le premier qui va répondre qui a la mission. Voilà. Tout le monde a ses chances en fait, de pouvoir travailler dans un nouveau service, dans un nouvel établissement. Si les compétences sont en rapport. Si les compétences, bien sûr, sont en rapport. On est d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est toute la partie aussi contrat et paiement. Tout est automatisé, on va dire. Et ça nous soulage vraiment, nous, infirmiers libéraux, dans la gestion en fait, administrative. On a juste à faire des rapprochements bancaires après avec nos contrats et c'est beaucoup plus simple de gestion. Parce qu'on a énormément de temps privé qui est consacré du coup, à la gestion de notre entreprise. Et c'est vrai que Brigade s'efforce aussi de faire toute une partie avantages sociaux. Ils ont des partenaires au niveau prévoyance, ce qui justifie aussi de notre côté dans le flux financier des frais de service qui peuvent vraiment avoir nous sauver la mise si demain par exemple on est en arrêt maladie et qu'on a besoin de s'arrêter dans notre activité, on a une prévoyance, on a des partenaires de formation, on a des partenaires au niveau location de véhicules. Il y a vraiment une palette de partenaires et Brigade en fait nous laisse vraiment pas tout seul. Il y a aussi un suivi de nos compétences. Ils nous appellent très régulièrement pour savoir comment ça se passe sur les structures et on est vraiment très très encadré quand je suis personnalisé. Et vraiment, pour finir, ce qui est bien aussi dans la fidélisation, c'est que les entreprises et les centres de santé peuvent revenir vers nous plus facilement quand ça se passe bien. Les cadres, ils ont juste à mettre un petit cœur dans leur application sur nous. Et en fait, la mission, elle nous est envoyée, alors je ne sais pas exactement le timer, mais en amont, elle nous est proposée en priorité. Par exemple, un établissement va avoir 10 personnes dans sa top list des infirmiers qu'il préfère et les missions vont être envoyées en priorité à ces 10 infirmiers. Et si aucun infirmier se propose, la mission va être envoyée aux autres infirmiers de chez Brigade. Ce qui permet en fait aussi de nous pousser à l'excellence, au soin qui est... Voilà, à faire la meilleure prestation de santé possible, justement pour aussi s'assurer, nous, fidélisation dans les deux sens. Monsieur Delmas, est-ce que vous voulez réagir à tout ce qui vient d'être dit? J'imagine que ça a éveillé votre intérêt. Oui, toujours. Alors déjà, pour rejoindre ce qui a été dit, je pense que l'exercice mixte, c'est un truc qui va se développer de plus en plus. Parce que je pense que le côté de pouvoir appartenir à une équipe ou à un collectif et avoir son propre, comme l'a très bien dit, je crois que le côté chef d'entreprise, d'autonomie, ça génère, c'est quand même très attendu. Et de toute façon, on va avoir une demande de plateforme d'intermédiation qui n'a fait que croissante, puisque, encore une fois, le salariat tel qu'il existait il y a 10 ans, des gens qui vont rester toute leur carrière dans un établissement de santé, ça va arriver de moins en moins. Et on va avoir des gens soit sur plusieurs établissements, soit sur du libéral et un établissement. Et à ce titre-là, il faudra passer par des solutions d'intermédiation. On va passer aux questions maintenant, sans plus tarder. Est-ce que parmi les participants, que nous remercions beaucoup d'être là, avez-vous des questions peut-être sur l'utilisation de l'appli, madame? Pas d'utilisation. Ou une autre question? Je voulais savoir si les compétences elles sont autoproclamées par l'infirmier ou vous avez des grilles d'évaluation qui vous définissent pour être compétent ou autre, il faut faire ci, ça, graduellement. La question s'adresse à Nicolas Prévet. Oui, on a un process qui nous permet effectivement d'évaluer, les diplômes, c'est la base, et après, effectivement, en fonction des spécialités de chaque infirmier, il y a effectivement tout un process qui permet de vérifier les compétences pour qu'on puisse respecter notre promesse d'envoyer les personnes compétentes auprès des établissements. C'est toute la valeur ajoutée de cette communauté, c'est qu'elle soit bien qualifiée pour pouvoir permettre un taux de succès le plus élevé possible.
Et je voulais rajouter, alors moi j'ai rejoint Brigade en septembre 2022, donc c'était au début du lancement vraiment des offres dans le système de santé. Et moi de mon côté, j'ai eu 2 à 3 entretiens. Et en fait, à peu près 45 minutes par entretien. Donc c'était de longues discussions, c'est un échange de questions, voilà, de réponses. Et alors, c'est sur des entretiens oraux, et en fait, on commence en fait sur des services. Moi, j'ai commencé sur des services type long séjour, EHPAD, et puis ensuite, je suis monté en compétences. Et en fait, ils sont revenus vers moi régulièrement pour me poser des questions, comme ça. Oui. Je vous pose cette question parce que l'expertise est très difficile à qualifier et ces critères classants avec un niveau dans l'expertise est très difficile à avoir, notamment dans les équipes. Donc c'est vrai que quand on s'autoproclame, c'est pas que je ne dis pas le contraire, il faut que derrière on ait une traçabilité de la compétence de la personne. Est-ce que vraiment il sait faire ci, est-ce qu'il sait faire ça, mais vraiment tracé. Parce qu'il y a des endroits où on vous demande des résultats tracés. C'est pour ça que je comprends qu'on fasse des entretiens d'embauche, en me posant des questions sur qu'est-ce que tu as fait, patati patata, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est vraiment la qualification sur un bloc opératoire à part une IBOD. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends exactement. Voilà. Donc c'est facile de dire oui, je vais faire du bloc opératoire, et en fait, c'est une IBOD qui doit faire un critère classant. Okay. Alors, on a une équipe qui est dédiée justement à la qualification des infirmiers, enfin de l'ensemble des talents. Et sans rentrer dans le détail des critères très précis ou de la façon dont c'est fait, c'est effectivement son travail de bien qualifier l'ensemble des compétences par différentes manières et pour pouvoir proposer la meilleure valeur au service. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus désastreux de faire venir quelqu'un qui ne pourra pas exercer au sein de l'établissement. Donc, ce sera une expérience ou mal. Et on sait que voilà, c'est primordial. Et je voulais aussi rajouter, il y a aussi la casquette de... on est aussi auto-entrepreneur, entreprise indépendante, et c'est-à-dire qu'après ça, c'est aussi nos responsabilités. Et je pense que c'est du bon sens, par exemple, si on ne sait pas faire du bloc, on ne va pas se lancer en libéral dans du bloc, parce que l'établissement, il ne va pas nous accueillir pour nous former pendant... voilà. Mais voilà... il y a aussi toute une mise en relation, et aussi on peut contacter, on a le droit aussi de se tromper. Moi, ça m'est arrivé d'accepter une mission et penser que j'allais avoir un binôme pendant 2-3 heures, histoire de pouvoir prendre la fiche de poste en bloc opératoire, pour ainsi dire aussi. Parce que j'ai été formé, j'ai fait mes stages pré-professionnels en bloc opératoire. Autant vous dire que je sais faire du bloc opératoire, mais faire du bloc opératoire dans n'importe quel service, non pas forcément. Donc, j'ai contacté la cadre. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment ça se passe? Et je me suis rendu compte que ça ne matchait pas trop. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je me désiste. Voilà. Et la mission, elle est renvoyée à quelqu'un d'autre qui se sentira de faire la mission. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas prendre non plus des risques. À la fin, il y a quand même le patient. Et il faut faire très très attention en fait à... Il ne faut pas se lancer, moi par exemple, je ne suis pas du tout dans la néphrologie, je ne vais pas me lancer dans la néphrologie, dans la dialyse. Je ne suis pas formé, c'est des formations spécifiques. Par contre, la personne qui est formée, elle va s'éclater parce que les formations, les missions qui seront proposées, qui seront en lien avec son champ de compétences, elle pourra les accepter sans problème. Y a-t-il d'autres questions? Je vais passer le micro. J'ai une question peut-être pour Mélanie. On imagine bien la complémentarité possible entre la formation et le fait d'accéder à des missions de courte durée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, tout à fait, c'est extrêmement complémentaire. D'abord, vous l'avez dit, il faut bien avoir les bonnes compétences pour prendre la bonne mission. Et puis, il faut se préparer à arriver. Quand un établissement sollicite justement des vacations, il faut qu'il soit tout de suite opérationnel. Donc, il y a de la complémentarité là-dessus, comme il y a de la complémentarité sur les nouveaux arrivants qui arrivent dans un établissement et qui ont besoin, dans la période d'inclusion et d'onboarding, de formation, évidemment, pour une prise de poste. Donc, oui, c'est extrêmement complémentaire.
Monsieur Delmas, peut-être si vous vous disiez, tiens, moi j'ai envie d'expérimenter une appli comme ça à l'assistance publique la semaine prochaine, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou est-ce que dans une organisation aussi particulière que l'hôpital public aujourd'hui, ça reste difficile? Non, ça je pense que c'est possible. On fait déjà du e-learning sur certains secteurs, notamment typiquement par exemple avec le Covid, on a été obligé de faire beaucoup de e-learning en termes de formation et des formations réglementaires type sécurité incendie, donc ça c'est pas le problème. Hein. Après, la taille des structures qui fait parfois c'est compliqué à mettre en œuvre dans une aussi grosse structure que la PHP avec 17 procédures décisionnelles à la fois, mais sur le principe de e-learning de toute façon, et ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement ça permet de toucher plein de personnes, y compris parfois des publics où les horaires de formation ne correspondaient pas sinon, et qui permet effectivement de brasser plus large et de brasser différemment aussi, parce que parfois c'est des côtés aussi complémentaires, c'est pas toujours la même formation, parfois le côté présentiel est quand même mieux, au moins pour la première formation, mais quitte à faire des rappels en ligne par la suite, voilà. Et les intermédiaires numériques de recrutement, du coup, ça serait la même logique, vous pouvez expérimenter ce genre de service? Pour le coup, sur les intermédiaires numériques de recrutement, il y en a déjà quand même pas mal sur le marché qui existent. Le sujet, alors j'avoue que je ne connais pas Brigade spécifiquement avant cet échange, mais c'est vrai que pour le coup, pour l'un qui a été dit sur la qualification des infirmiers, à mon sens, qui monte souvent dans les plateformes, enfin, je sais pas, je ne connais pas assez Brigade, donc peut-être je m'avance très, très mal, mais c'était outre l'auto-qualification ou même la certification par la plateforme, finalement, je trouve que la meilleure certification, c'est le fait que l'infirmier ait déjà fait une mission quelque part, dans un bloc opératoire, et quand ça soit indiqué pas seulement, genre, il prétend avoir fait des trucs, mais vu qu'il a déjà utilisé la plateforme, on sait qu'il est allé là-bas, que jamais le système du cœur, ça s'est bien passé, donc logiquement, il a vraiment la compétence. Parce que, malgré, je reviens ce qui a été dit par la question tout à l'heure de madame, c'est qu'effectivement, moi je repense à la plateforme qui avait renfort Covid durant le Covid. Il y avait plein de gens qui s'autoproclamaient plein de compétences et qui étaient censés être certifiés machin. Et le jour J, on s'apercevait que c'était catastrophique. Et pourtant, ils avaient eu 3 entretiens aussi. Et à l'inverse, à la fin, ils avaient fait un process de la personne a déjà exercé cette mission. Et ben, il y a eu un retour positif. Et ben, en fait, ça a rassuré forcément tout le monde parce que tout le monde se disait, ben oui, s'il a déjà exercé en hémodialyse et que le cadre d'hémodialyse lui a mis un cœur, c'est que logiquement, il y avait les bases et les prérequis. Donc, je sais que même si l'intérimaire et qui ne connaît pas forcément le fonctionnement du service, de ce service-là en particulier, il a quand même des compétences d'hémodialyse, et ben donc ça ne va pas le même coup d'entrée que s'il me dit je fais de l'hémodialyse et en fait le jour J, je me rends compte que il n'est pas ce que c'est. Voilà, donc l'établissement, il peut regarder les cœurs, il peut regarder des commentaires aussi pour comment ça se passe? Alors oui, il y a beaucoup de transparence effectivement sur des expériences, donc on peut voir quand la personne qualifiée pour la mission, les missions qu'elle a faites avant, donc on peut effectivement vérifier, et parfois effectivement quand il y a un petit doute, il peut y avoir l'appel pour vérifier qu'on parle bien le même langage, qu'on parle bien des mêmes choses, comme l'a expliqué Benjamin tout à l'heure. Et donc la technologie, effectivement, c'est bien, ça aide, c'est pas tout, il faut aussi de l'humain derrière. Ça, on a beaucoup parlé côté infirmier, mais côté établissement, effectivement, il y a aussi la technologie qui vient en aide. On sait qu'aujourd'hui, il y a, selon une étude IFOP, plus de 70% des infirmiers qui se plaignent du temps administratif, ou les cadres de santé, du temps administratif qui passe, parce qu'il augmente. Et effectivement, parfois, les plateformes ou la technologie aussi démultiplient, rajoutent du temps. Donc c'est là où la technologie est bien, mais si elle est simple et intuitive. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est de rendre du temps justement à ces cadres de santé pour qu'ils passent du temps de soins plutôt que du temps administratif. Et voilà, via une plateforme simple et intuitive, poster une mission, ça prend 3 minutes, et en moins de 2 heures, on a soit contacté son propre réseau en interne des infirmiers, donc là il y a moins de sujets de qualification parce qu'ils connaissent les établissements et on les connaît. Donc là il y a un niveau d'assurance beaucoup plus élevé. Et s'il n'est pas trouvé par ce réseau interne, on va le chercher à l'extérieur. Et là, on revient on a les qualifications, les missions qui ont été effectuées auparavant, ce qui nous permet effectivement d'avoir un niveau d'assurance élevé. Et au final, c'est d'être satisfait et d'apporter le soin qu'on veut apporter auprès de nos patients. Le mot de la fin. Alors, par rapport à la première mission, quand on arrive dans un nouvel établissement, il faut savoir que Brigade nous demande à l'avance de contacter l'établissement. On reçoit un mail, on reçoit un message, on est appelé. Moi, j'ai très régulièrement sur des nouveaux établissements un appel du service client qui me demande est-ce que vous avez pensé à contacter la cadre ou le cadre du service? Parce que voilà, on est surbooké, hein, clairement.
Et c'est important cette première approche. Après ça, forcément, la première approche dans le service fera toutes les preuves. Après ça, la brigade est très à l'écoute des services de soins et très à l'écoute aussi du talent qui se déplace et du retour d'expérience qui est fait sur le terrain. Et en fonction de ça, en fait, il y a vraiment des annotations dans les dossiers. Voilà, il y a vraiment un suivi qui est très personnalisé. Et généralement, les systèmes les services on se rend compte qu'on se rencontre très souvent entre les mêmes brigades parce que souvent, les missions sont dispatchées entre 10 ou 15 personnes. Et puis, de temps en temps, il y en a un petit nouveau qui arrive. Et puis, en fait, c'est toute une communauté qui se crée. Et les cadres sont très rassurés parce que quand ils postent une mission, ils savent que sur ces 15 personnes, il y en a une qui va forcément accepter. Et du coup, ça allège en fait la charge mentale que peut rencontrer le cadre. Merci beaucoup. Merci à tous.